Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous recommander des livres selon des envies que vous m'avez formulées sur Instagram. Je vous ai posé la question à 2 reprises et du coup, j'ai fait une petite sélection parmi vos envies. Franchement, il y avait des trucs hyper précis, hyper pointus. J'ai rien trouvé qui correspondait. J'avais envie de vous recommander 40 000 fois des livres que je vous ai déjà recommandés 40 000 fois. Donc, si jamais c'était pas clair encore, il faut lire Moby Dick. Voilà. Mais j'ai évidemment choisi aussi d'autres livres que je vais donc vous recommander maintenant. Mon mec a laissé une trace de son passage sur cette vidéo. Si vous avez deviné ce que c'était, mettez-le en commentaire. Et vous aurez gagné le droit d'avoir une nouvelle vidéo dans 2 semaines. Voilà. Un livre très fiction et très politique. Du coup, j'ai choisi Le Talon de fer de Jack London parce que Le Talon de fer de Jack London, donc, c'est une espèce de dystopie, en gros, qui est séparée en fait en 2 parties. Dans la première partie, on a un espèce de dialogue. Enfin, c'est pas uniquement un dialogue, mais c'est tout le processus en fait de conviction de la narratrice. Puisque du coup c'est une personnage principale dans ce roman, qui va du coup, en rencontrant un homme, rencontrer les idées marxistes et observer un petit peu comment cet homme il va chercher à convaincre son entourage de son idéologie. Et ça se présente un petit peu sous la forme de dialogues socratiques dans lesquels du coup l'homme en question va essayer de convaincre ses interlocuteurs qui sont de différents milieux, de l'aristocratie, du clergé, etc. Qu'en fait, s'ils veulent une société plus juste comme ils le prétendent, il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a que le socialisme, en gros. Et dans la deuxième partie, on tombe vraiment dans du coup la partie un peu dystopique du roman, dans laquelle on a une révolution, qui va se mettre en place et qui va donc donner lieu à une guerre civile, etc. Et donc la vie de ce couple dans la clandestinité. Du coup, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui allie parfaitement justement ces trucs de fiction et de politique, parce que on est dans une œuvre d'anticipation. Pourtant, c'est une œuvre qui donc est écrite au tout début du XXe et qui va en fait vraiment, qui rappelle à nous, lecteurs du XXIe siècle, tout un tas d'événements en fait qui ont eu lieu après la parution de ce livre. Du coup, je trouve qu'il y a même une dimension un petit peu mystique qui est sympa. Donc voilà, Le Talon de fer de Jack London. Si vous voulez quelque chose de très politique et très fiction, je pense que c'est vraiment pas le roman de Jack London le plus connu, et pourtant il gagnerait à l'être beaucoup plus. C'est une lecture qu'on recommande pas mal aux personnes qui commencent à s'intéresser aux idées marxistes et tout, et qui ont du mal à lire des essais. Donc voilà, si vous avez envie de comprendre un petit peu ce que c'est les bases du marxisme, ce que c'est les bases du socialisme, ça peut aussi être un très bon roman, justement, pour commencer tout ça. Ensuite, on m'a demandé un classique sous-coté, mais accessible. Et il y avait aussi la demande d'un classique prenant dès le début, et je pense que celui-là, il colle aussi à cette demande. Donc je me suis mis des petits post-it à chaque fois pour me rappeler à quoi ça correspondait. Mais donc là, je vous recommande Black Boy de Richard Wright. Donc c'est un roman états-unien dans lequel, donc c'est autobiographique, c'est un roman qui est paru en 45, il me semble, 44, je pense 45, dans lequel donc l'auteur va raconter une partie de son enfance, de sa petite enfance, et comment en fait il a grandi en tant qu'enfant noir aux États-Unis, comment il a vécu le racisme, comment il a découvert le racisme. Voilà, en gros, dans les interactions, quoi, comment les autres, en fait, lui ont fait prendre conscience de sa couleur de peau, de ce que ça impliquait pour lui socialement. Et on va le suivre quand même jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte. Et du coup, on va voir... en fait, ça va vraiment brasser un petit peu tous les aspects de la vie des personnes noires aux États-Unis, notamment les difficultés pour trouver un emploi, l'exigence auquel il faut faire face à l'école, et aussi les violences intrafamiliales, en fait, et les... comment dire, un peu à quel point le racisme, il est intégré, y compris du coup chez les personnes qui en sont victimes, et comment ça se répercute du coup dans la perception que les parents ont de leurs propres enfants, enfin voilà, tout plein de trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un bouquin dont j'entends pas très souvent parler, en tout cas pas assez souvent. Et moi je l'ai lu récemment, et franchement ça a été une très bonne lecture là que j'ai fait en début d'année. Ensuite, alors là, j'avoue que peut-être j'ai joué la carte de la simplicité. On me demandait un genre road trip avec une dimension sociale et politique. Et donc, j'ai choisi Les raisins de la colère de John Steinbeck. Je pense qu'on est vraiment en plein dans
dans le truc, puisqu'en fait, sans en dire trop, parce qu'en fait, je ne l'ai pas fini, mais on est avec une famille plusieurs parties d'une famille qui vont devoir émigrer, je sais jamais, au sein même des États-Unis, bref, parce que pénurie d'emploi, il faut aller chercher du travail et tout, et donc il va falloir changer d'endroit, donc se déplacer, donc il y a la dimension road trip, et qui est évidemment sous couvert de tout le contexte social et politique de la période aux États-Unis, et donc qui va pas mal s'attarder sur tout ça. Et voilà, bon, les raisins de la colère, je dis que je me suis pas trop creusé la tête parce que je pense que les raisins de la colère, ça fait quand même partie des textes assez classiques de la littérature politique et des romans politiques, donc bon, peut-être que la personne qui m'avait demandé cette recommandation l'aura déjà lu, auquel cas je conseille Sans patrie ni frontières de Yann Valtin, qui est pas un road trip, mais il y a quand même une dimension voyage parce que c'est un marin, le personnage principal. Donc il y a une dimension là beaucoup plus internationaliste, etc. et beaucoup plus politique revendiquée parce que le protagoniste principal est un militant. Mais bref, voilà, donc en moins connu. Mais sinon, vraiment, Les raisins de la colère, je pense qu'ils cochent toutes les cases. Et en plus, c'est quand même un beau pavé, donc ça peut être une lecture d'été assez sympa. Voilou. On m'avait demandé aussi un essai politique qui vraiment impacte profondément. Et justement, suite à ma vidéo où je lisais des essais à la mode, on m'a pas mal demandé de faire une vidéo dans laquelle je recommande des essais. Du coup, j'ai décidé là de vous en recommander un pour teaser un petit peu. Du coup, une vidéo que je suis en train de préparer et qui viendra, je pense, dans les prochaines semaines, dans laquelle je vous parlerai de tous les essais qui m'ont un peu marquée et construite politiquement. Mais d'ici là, du coup, je vais vous recommander l'essai qui, moi, vraiment, il y a eu un avant et un après dans ma vie personnelle et militante. C'est-à-dire que quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon, moi je sais que je suis révolutionnaire. Je sais dans quelle stratégie je crois et j'ai envie de mettre de l'énergie dans le fait de rendre cette stratégie possible, efficace, etc. dans ma vie quotidienne. Et c'est un texte que donc je n'ai pas matériellement parce que c'est un texte qui est disponible en ligne, qui n'est pas édité. Il y a des organisations politiques qui peuvent l'imprimer en brochure et tout ça. Et donc c'est un texte qui s'appelle La grève générale de Ernest Mandel. C'est un auteur belge, un militant belge. Et dans ce texte-là, Ernest Mandel, il vient expliquer qu'est-ce que c'est la stratégie de la grève générale insurrectionnelle pour faire la révolution socialiste et instaurer un système débarrassé de toute forme d'exploitation et d'oppression. Alors il y a plein de trucs qui vont pas dans le texte, il y a des exemples qui sont vraiment à actualiser, voilà, mais moi je sais pas, vraiment ce texte il m'a donné le sentiment d'avoir touché quelque chose du doigt, d'avoir compris quelque chose dans ce qui était possible de faire en tant que travailleurs et travailleuses, en fait, où il était notre pouvoir, notre force, et comment, en nous regroupant et en nous réappropriant nos propres moyens de production, on pouvait tout simplement mettre la société à l'arrêt et la faire tourner comme on souhaite qu'elle tourne. Donc voilà, c'est un essai que je trouve assez accessible. D'ailleurs, c'est une conférence qui a été mise à l'écrit, qui est assez accessible et qui, je trouve, prend quand même le temps de définir les termes. On peut y trouver quelque chose d'assez caricatural parce que c'est assez bref, mais qui peut donner justement l'envie d'aller creuser. Je trouve qu'il y a vraiment le principe de la grève qui est réexpliqué, les différentes étapes, la grève active, la grève passive, le principe de la réappropriation des moyens de production et tout ça. Donc voilà, si je devais conseiller un essai qui, moi, m'a vraiment a marqué un tournant dans ma vie, ce serait celui-là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie de le lire d'ici ma vidéo où je parlerai plus des essais qui m'ont marqué, vous serez préparés. On sera un petit peu sur la même longueur d'onde pour discuter de tout ça. Ensuite, un livre avec la mer pour personnage principal. Et alors là, j'ai choisi La tour d'amour de Rachilde. Alors, la mère comme personnage principal, c'est peut-être un peu exagéré. En vrai, je pense que j'avais pas vraiment de roman dans lequel on peut dire la mère est un personnage principal, mais dans ce roman quand même très court, qui fait 180 pages, non même pas. Donc roman assez court, la mère elle occupe vraiment une place très importante et pour moi, si c'est pas le personnage central, c'est quand même un des personnages principaux et un personnage à part entière. On a une mère qui est vraiment très humanisée, qui va en fait prendre son rôle en fait dans l'intrigue, qui va vraiment venir déclencher certains événements comme
un protagoniste qui interviendrait en fait dans des événements. Enfin voilà, le fait qu'elle soit calme ou qu'elle soit agitée, ce qu'elle va venir impacter. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout dit de quoi ça parlait, mais du coup c'est un jeune gardien de phare qui va du coup prendre un poste dans un phare qui est assez isolé. Et sauf qu'en fait donc il y a un vieux gardien de phare qui est là depuis très longtemps, donc il est là pour le seconder suite à la disparition de l'ancien second. Forcément, ils sont dans ce phare, sur cette île entourée par la mer, et ils vont du coup être un peu à sa merci. Et la mer, elle va pas y aller de main morte. Je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment cette dimension où la mer, elle va venir invoquer certaines présences, rapporter certains souvenirs. Je disais provoquer certains événements aussi, rendre les conditions d'habitation du phare compliquées, les conditions de ravitaillement, etc. Donc voilà, puis il y a pas mal d'expressions, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'avais relevé, qui m'avait marqué. Je vais voir si je trouve peut-être un petit extrait quelque part. Bon, voilà, là je vois juste une phrase, je trouve, qui peut coller à ce que je veux dire dans genre la mer et un personnage. Quand j'écoutais la mer battant le pied du phare et me vomissant des flots d'injures, j'y démêlais des choses que jusque-là je n'avais jamais entendues. Vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça, d'interpellations comme ça de la mer et tout. Ça me donne envie de le relire. Je l'ai lu l'été dernier, mais vraiment ça avait été un coup de cœur de fou. Ça a été une de mes meilleures lectures, je pense, en vrai, de l'année dernière et en tout cas de l'été dernier. Rachel, ça avait été une grande découverte. J'ai été déçue parce que j'ai lu par la suite, mais vraiment ça, vraiment trop bien. Il y a un côté un peu glauque, un peu glauque, un peu pas horrifique, mais genre qui met mal à l'aise, un peu weird. Voilà. Ensuite, un amour fraternel / une fresque familiale. Et donc là, j'ai choisi Brothers de Yu Hua. Donc c'est un roman contemporain chinois dans lequel on va suivre vraiment la destinée de deux frères, de leur naissance à leur mort. J'en ai parlé dans ma vidéo déjà sur la littérature asiatique. Donc bon voilà, peut-être que ça va faire redite pour les personnes qui étaient déjà là. C'était ma deuxième vidéo. Mais alors, amour fraternel, encore une fois, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est plus sur les affects fraternels, sur tout ce qui se joue justement dans une relation entre frères, enfin voilà, les mécanismes de jalousie, les mécanismes de soutien, les mécanismes d'amour, les mécanismes de tendresse, enfin, en fait tous ces enjeux un petit peu parfois contradictoires qui vont se jouer dans une relation, en l'occurrence entre deux frères, mais je pense ouais, non, peut-être pas. Je pense que quand les deux personnes sont du même genre, ça accentue encore peut-être les phénomènes de concurrence, de comparaison, etc. qu'on a peut-être moins quand on est de deux genres différents. Mais enfin bon, bref. En tout cas, là, c'est vraiment deux frères. Et donc ça se passe dans la Chine du 20e, du milieu du 20e, donc la Chine maoïste, la révolution culturelle, etc. Donc un contexte qui va être très riche aussi politiquement, donc dans lequel ces deux frères vont devoir se construire avec les armes dont ils disposent, c'est-à-dire peu de choses en fait, et on va les voir devenir des personnes très différentes, qui vont avoir des destins qui vont parfois se séparer, parfois se retrouver, etc. Et où vraiment la question quand même de ce qui se joue entre eux d'un point de vue affectif est assez présent et assez important, même si voilà, on peut présenter ça quand même davantage comme un roman social et tout. Moi je trouve que l'enjeu de cet amour fraternel il est assez important dans ce roman, donc voilà. C'est un roman qui est quand même... Il faut avoir le cœur un peu accroché, je trouve qu'il est assez violent, comme personnellement tout ce que j'ai lu pour l'instant en littérature chinoise, je trouve qu'il y a une certaine violence dans les descriptions des corps en souffrance, aussi dans les rapports et aussi dans les... là, dans les questions... Enfin, je veux dire, là, par exemple, dans ce roman, il y a des scènes de rapports entre hommes et femmes non consentis. Je sais pas comment je peux le dire de manière plus soft, mais voilà. Qui sont assez explicites, assez violentes. Donc voilà, faut savoir dans quoi on se lance, mais je trouve que c'est vraiment une lecture qui vaut le détour et qui bouleverse et qui marque, quoi. Là, c'est Sophie qui me demandait, donc à la base, un roman qui évoque un peu, enfin qui ressemblerait à L'insondable légèreté de l'être de Kundera. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, enfin que je l'ai lu il y a très longtemps, donc je me rappelais, enfin j'avais pas des souvenirs assez frais, si vous voulez, de ma lecture pour trop comprendre ce qu'elle recherchait. Du coup, je lui ai demandé de préciser un petit peu et elle m'a parlé d'exploration des relations amoureuses, amicales, enfin voilà, des relations humaines en général et une certaine forme de nostalgie et de souvenir, qu'en gros, c'était ça qu'elle avait aimé dans L'insondable légèreté de l'être et qu'elle avait envie de retrouver. Et donc,
j'ai pensé à Vers le phare de Virginia Woolf. Alors je pense qu'on est dans quelque chose de très différent de l'insoutenable légèreté de l'être, mais que les thématiques que j'ai évoquées, donc l'exploration des relations humaines, de différents types de relations humaines et l'exploration du souvenir et de la nostalgie, je trouve que ça rentre complètement dans la description de ce roman. Virginia Woolf, c'est une des pionnières du roman, vous voyez, du flux de conscience, du roman introspectif, du roman psychologique. Et dans ce roman-là, qui est un roman à la troisième personne, on va entrer en fait dans la tête de différentes personnes d'une même famille et d'un même groupe en tout cas. Famille élargie, on va dire, à quelques amis proches. En gros, en entrant dans la tête en fait de ces personnages, on va justement explorer comment ils vivent leur rapport aux autres, notamment, principalement aux personnes qui sont présentes, donc les enfants, les parents, les amis, à certains disparus, certaines personnes qui étaient là et qui ne le sont plus, comment le manque il est vécu, quel souvenir en fait on garde et qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs-là. Je trouve que c'est un roman dont c'est très dur de parler. Pareil, lui, il fait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière et je sais pas, en fait, moi je trouve que la littérature psychologique et la littérature un peu introspective, il n'y a pas plus intéressant et plus passionnant et plus juste pour explorer les relations humaines, quelle que soit leur forme, vraiment. Aller voir en fait justement ce que ça nous fait au plus profond de nous, les sentiments de jalousie, d'envie, l'affection, je veux dire juste la tendresse, l'amour, la passion, voilà. Donc voilà, je pense que vraiment Vers le phare de Virginia Woolf, il peut complètement correspondre à ces critères-là. Et j'imagine que ces autres romans aussi, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai lu. Peut-être quand même, c'est un livre pour lequel il faut être un poil accroché parce que comme je le disais, on est un petit peu sur le mode du flux de conscience et du coup, c'est une lecture qui doit être attentive. Si on décroche toutes les 2 minutes, on ne sait plus avec qui on est parce que on passe vraiment d'une pensée d'un protagoniste à une autre. Du coup, voilà, des fois, si on est attentif, on sait avec qui on est. Mais je pense que ça va vite de perdre un petit peu le fil et du coup d'être déçu par la lecture. Et je pense que si on arrive à en avoir une lecture un peu attentive, tout simplement, où on est un petit peu à fond dans le bouquin, je pense qu'on peut vraiment en avoir une expérience merveilleuse. En tout cas, ça a été mon cas. Et le dernier texte, on m'a demandé lire sur la beauté. Et alors là, c'est une lecture que j'ai fait très récemment, un tout petit livre que j'ai trouvé en en brocante récemment et que j'ai adoré. Il s'agit de La Madone Sixtine de Vassili Grossman. En fait, c'est un texte dans lequel Grossman il va décrire un tableau, donc la Madone Sixtine. Et il va... en fait, c'est vraiment un type de texte. Si on me l'avait proposé à la lecture, je me serais dit, mais c'est pas du tout pour moi, ça va pas du tout me plaire. Et en fait, mais ça m'a complètement séduit. Mais en gros, voilà, il va décrire tout ce qu'il trouve beau aussi dans certains défauts, dans certains détails. Il va parler de tout ce que le tableau lui évoque dans le rapport de la mère à l'enfant, dans les regards, comment ils sont, les membres, comment ils sont positionnés, ce que ça vient dire, et on sent vraiment une adoration, mais je veux dire presque une adoration, tout simplement, vraiment une adoration pour le tableau, et qu'il arrive à nous transmettre et qui se transforme, en tout cas qui s'est transformé pour moi en une adoration pour ce texte. Donc voilà, vraiment j'ai recouvert le texte de cœur et tout. Moi, l'édition que j'ai, il y a La Madone Sixtine, mais il y a un deuxième texte. Et j'ai vraiment aimé les deux. Aux éditions Interférence, là, j'adore cette maison d'édition. Ils éditent notamment de la poésie en bilingue et tout, je sais pas, j'aime trop. Bref. Pour moi, lire la beauté, quand j'ai vu cette demande-là, direct, il y a ce livre qui a popé dans ma tête. Je trouve que c'est vraiment le texte à lire si on veut, lire le beau, lire l'adoration du beau, et lire quelque chose de beau. Voilà. Je crois que ma caméra n'a presque plus de batterie et de toute façon j'ai fini ma sélection, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris une petite pause dans mes vacances pour vous la filmer parce que j'en avais plus d'avance. Sachez qu'en ce moment j'ai des grosses galères de téléphone, c'est un enfer, je galère à aller sur le Discord, je n'ai plus WhatsApp, je ne peux plus filmer avec mon téléphone, là je refilme avec mon appareil photo, donc j'espère que l'image et le son seront ok. Mais bref, voilà, j'espère que je vais réussir à sortir de tout ça bientôt. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie qu'on passe un peu plus de l'été ensemble, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On commence tout juste la lecture du Canon Fraternité, qui est un énorme pavé de presque 900 pages sur la Commune de Paris, qu'on lit en lecture commune dans le cadre du club de lecture Lire la Révolution.
Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et commenter la vidéo pour me soutenir et à la partager à vos amis ou sur Instagram publiquement, etc. Voilà, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez me donner. Je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez réservé à mes dernières vidéos qui étaient excellent, bien au-dessus de mes attentes. Et voilà, j'espère que vous passez un très bel été, je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.